Bienvenue à toutes et à tous et à cette première de la série Repenser la vie. Repenser la vie, c'est une série de courts échanges dont le but est de susciter les réflexions sur des enjeux qui sont à l'interface de la santé, des technologies numériques et de l'innovation responsable. Nous sommes dans le mois de la cybersécurité, donc il nous fait plaisir d'accueillir Benoît Dupont, qui est professeur en criminologie et expert en cybersécurité à l'Université de Montréal. De même que Mathieu Dugal, journaliste et animateur de Moteur de recherche, une émission à ICI Radio-Canada Première. Benoît, à vous la parole. Comment doit-on repenser la cybersécurité? Alors, merci Pascal pour l'invitation. Merci Mathieu d'avoir accepté d'échanger également. Quand on m'a invité à réfléchir sur le thème de cette série, qui est de repenser certains éléments clés de notre vie quotidienne, la manière dont on pouvait repenser la cybersécurité en plaçant l'humain au centre de cette nouvelle approche, s'est naturellement imposé à moi. On célébrait il y a 25 ans, on célébrait l'an dernier les 25 ans de l'Internet grand public et de l'ensemble des technologies numériques qui lui permettent d'exister et qui se sont immiscées dans chaque recoin de notre vie sociale et de notre vie professionnelle. L'Internet était une plateforme qui se voulait émancipatrice, mais les aspects plutôt malveillants ou les risques associés à cette plateforme deviennent chaque jour plus évidents. Chaque jour, ces risques nous sont communiqués de manière plus urgente par les médias qui nous informent des dangers qui nous guettent, nous, nos enfants, nos comptes en banque et également nos processus démocratiques. Très souvent, cependant, la gravité de la situation établie, il devient assez compliqué pour les simples utilisateurs que nous sommes de savoir quoi faire pour mieux nous protéger individuellement et collectivement. D'autant plus que les experts en cybersécurité qui sont appelés à la rescousse par les journalistes pour nous éclairer n'hésitent pas à nous signifier notre propre responsabilité. C'est la petite rengaine que vous avez déjà dû entendre, culpabilisatrice, parfois même une rengaine qui est un petit peu infantilisante, du maillon faible qui va comme suit. Le maillon le plus faible dans la chaîne de la cybersécurité, ça serait l'humain, ça serait nous. Et les informaticiens emploient également des formulations un petit peu moins délicates pour désigner la manière dont ils voient les problèmes de cybersécurité. C'est que l'erreur ne se trouverait pas dans la machine, mais l'erreur, elle serait située entre la machine et le siège sur lequel l'utilisateur évidemment est assis, ou parfois entre le clavier et la chaise. Alors je crois qu'il est grand temps, selon moi, d'inverser cette proposition qui reste dominante et qui découle du fait que les ingénieurs en informatique et les systèmes complexes qu'ils fabriquent et qu'ils mettent à notre disposition ne prêtent pas beaucoup attention aux capacités, aux préférences et aux biais cognitifs tout à fait naturels des utilisateurs que nous sommes. Dans un certain sens, et j'aime bien utiliser l'analogie de la haute couture, dans un certain sens, la cybersécurité conventionnelle, traditionnelle, c'est un peu le monde de la haute couture où des créateurs produisent des vêtements très beaux, magnifiques quand ils sont portés par des mannequins, mais qui ne sont absolument pas adaptés à une personne moyenne et qui va beaucoup plus favoriser le confort et la fonctionnalité. Et l'exemple typique de cette déconnexion, c'est les règles très complexes qu'on nous impose autour des mots de passe qui sont censés protéger nos machines, nos comptes utilisateurs contre des acteurs malveillants. Ces conseils qu'on nous donne d'utiliser des mots de passe toujours plus longs, d'en changer toujours plus fréquemment, nous imposent une telle charge cognitive que les utilisateurs se donnent rarement la peine de suivre les conseils qu'on nous donne ou parfois même les rejettent tout à fait catégoriquement. Alors que des études qualitatives qui ont été menées sur les stratégies d'utilisation des utilisateurs montrent que de toutes petites améliorations au niveau de la conception des outils de sécurité pourraient considérablement améliorer nos expériences et nous amener à adopter des pratiques qui sont en mesure de mieux nous protéger.
Alors, ce que ces recherches nous montrent finalement, c'est que pour que ces suggestions soient jugées utiles et fonctionnent et soient adoptées par les usagers, il faut donc qu'on prenne beaucoup plus au sérieux les processus culturels, sociaux et psychologiques qui contribuent à produire des résultats tangibles en matière de cybersécurité, afin de privilégier le point de vue des utilisateurs sur les préférences parfois arbitraires, je dirais de façon un peu provocatrice, des concepteurs. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça implique qu'on doive adopter plusieurs approches nouvelles qui vont, selon moi, nous conduire vers une cybersécurité beaucoup plus axée sur l'humain. D'abord, il faut qu'on comprenne de manière beaucoup plus fine la place que la cybersécurité occupe dans la vie quotidienne des utilisateurs, et ça implique de comprendre les calculs et les compromis qu'on fait dans l'usage des technologies numériques au quotidien entre la cybersécurité, la fonctionnalité, la rapidité et la commodité d'usage. Et on cherche à inculquer aux utilisateurs beaucoup de connaissances, mais parfois on devrait également se poser la question des options par défaut qu'on devrait leur offrir pour justement les aider à prendre ces bonnes décisions. Je crois qu'il faut qu'on prête aussi beaucoup plus attention aux différents usages de la sécurité que font les utilisateurs selon leur groupe socio-démographique d'origine. Un jeune adulte de 22 ans et un retraité de 70 ans n'auront pas du tout la même conception de la vie privée et ne vont pas se servir des outils numériques de la même façon. C'est une évidence que de dire ça, mais parfois, on a du mal à traduire cette évidence-là en application concrète. De la même façon qu'un gestionnaire blanc de 45 ans ne va pas avoir les mêmes usages et les mêmes besoins de cybersécurité qu'une adolescente provenant d'un groupe racisé qui va être beaucoup plus exposée à certaines vulnérabilités de par son genre, de par son statut d'appartenance à un groupe plus vulnérable. Et je pense qu'il faut qu'on prenne acte de la vulnérabilité différentielle de certains groupes. Par exemple, les femmes sont beaucoup plus exposées à certaines pratiques de revenge porn ou de harcèlement en ligne que les hommes, alors que certaines des technologies qui donnent lieu à ces pratiques-là sont de façon démesurée, conçues et mises en marché par des hommes. Donc il faut qu'on prenne un peu plus conscience de ça aussi pour adapter nos réponses. Je crois qu'il faut expérimenter beaucoup plus sur les moyens d'utiliser nos connaissances en matière de psychologie humaine pour aider les utilisateurs à prendre des décisions plus éclairées, pour qu'ils adoptent des comportements de protection qui leur coûtent moins cher en termes cognitifs et qui sont naturellement inscrits dans leur pratique quotidienne. Et par exemple, ça passe par le fait de donner des conseils beaucoup moins génériques, mais de les remplacer par des conseils beaucoup plus appliqués et qui vont leur expliquer pas à pas et de façon concrète ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question de la raison ou des raisons multiples qui empêchent les entreprises qui offrent des produits et des services numériques de proposer des outils de sécurité qui sont intuitifs et qui sont transparents. Et je vais conclure sur un appel peut-être pour nos gouvernements à essayer d'imaginer des leviers réglementaires ou législatifs qui vont leur permettre de persuader ou dans certains cas de contraindre ces entreprises numériques à répondre aux besoins de la société et des individus en matière de cybersécurité et qui soient beaucoup plus efficaces que ce qu'on observe pour le moment, parce que pour l'instant, on a quand même des encadrements numériques, réglementaires et législatifs qui restent très timides et qui, à mon avis, ne répondent pas à nos besoins en tant qu'usagers. Donc, je vais m'arrêter là peut-être et je suis certain que Mathieu aura certainement peut-être des commentaires, des réflexions ou des suggestions complémentaires à apporter. Merci beaucoup, Benoît. Vraiment très intéressant. Puis aussi, est-ce que vous m'entendez bien, premièrement? Oui, très bien. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Benoît, pour cette introduction. Je pense qu'on est vraiment, dans une nouvelle manière dans ce que vous nous expliquez. On entre dans un nouveau paradigme qui permet d'expliquer et de comprendre la cybersécurité. Avant d'aller plus loin, Benoît, j'aimerais que vous nous parliez dans votre domaine de recherche. Est-ce que ce genre de réflexion-là, ça fait longtemps que ça a cours? Quelle importance cette réflexion-là
occupe dans votre domaine de recherche parmi les autres chercheurs? Est-ce que vous êtes un original ou ça fait partie vraiment d'une tendance plus lourde? Non, je ne vais pas du tout me réclamer d'un statut tellement original que je vais me positionner comme un précurseur. C'est une approche qui existe depuis plusieurs dizaines d'années, qui a émergé en informatique, mais qui est restée plus ou moins marginale jusqu'à assez récemment. Donc c'est une approche qui a toujours existé, d'essayer de comprendre justement ces interfaces entre humains et entre machines, mais qui était peut-être moins prégnante que maintenant. Et c'était une approche qui peut-être était moins transdisciplinaire que ce qu'on est en train d'observer depuis quelques années. Donc je pense que depuis la prise de conscience de l'importance de la surveillance associée à l'usage de ces plateformes et donc à quel point parfois elles viennent mettre à mal un petit peu notre vie privée, il y a eu beaucoup plus de collaboration, de réflexion et de discussions croisées entre des informaticiens, des juristes, des sociologues et des criminologues pour essayer justement de consolider un petit peu cette approche centrée sur l'humain. Donc je ne prétendrai pas une très grande originalité, mais je pense que ça reflète quand même une nouvelle ère avec beaucoup plus d'interdisciplinarité et beaucoup plus d'échanges entre des gens qui proviennent de l'informatique et des gens qui proviennent des sciences sociales, avec les contributions respectives qu'on peut avoir. On voit par exemple dans le domaine des réseaux sociaux que de plus en plus, les fameuses conditions d'utilisation, on sait qu'on passe très rapidement quand on veut se connecter sur une nouvelle plateforme. On ne les regarde pas tellement et beaucoup de chercheurs aussi ont démontré que c'est un peu à dessein que ces plateformes-là rendent ces conditions d'utilisation-là extrêmement lourdes à comprendre pour le commun des mortels. Si on n'a pas déjà une formation en droit, bonne chance pour comprendre ça. Est-ce que vous diriez que cette volonté de simplification de ces conditions d'utilisation qu'on voit de plus en plus soit demandée par le législateur, soit mise de l'avant par certaines plateformes parce qu'elles se rendent compte aussi que ça devient extrêmement difficile à comprendre, est-ce que vous diriez que ce sur quoi vous travaillez et cet appel-là que vous faites aujourd'hui s'inscrit dans un mouvement plus large qui est justement de rendre nos plateformes le fonctionnement de nos plateformes et de nos dispositifs technologiques plus intelligibles aussi pour le commun des mortels? Absolument, plus intelligible, mais ça va même au-delà, c'est de le rendre plus intelligible et plus facile à contrôler, parce que ce que vous venez de dire très justement sur les termes d'utilisation, ces textes qui font des milliers et des milliers de mots que personne, moi y compris, et mes collègues, je vous dirais que mes collègues juristes... Mes collègues juristes m'ont confié qu'eux non plus ne les lisaient jamais en détail, à part ceux qui étaient insomniaques, mais ça c'est un autre problème. Mais c'est aussi les paramètres de réglage de la confidentialité, de la vie privée, qui sont difficiles à trouver, ils sont enterrés, il faut cliquer sur plusieurs onglets, il faut comprendre la logique qui a guidé les concepteurs, et parfois c'est pas non plus toujours, je ne veux pas non plus mettre sur pied une théorie du complot, c'est aussi le résultat de décisions d'ingénieurs qui doivent essayer de rendre à la fois l'expérience agréable, donc on ne va pas encombrer les interfaces de choses trop nombreuses, et qui veut aussi offrir des moyens de paramétrer avec beaucoup de détails. Donc tout ça, ce sont des arbitrages, mais qui aboutissent au fait que ça devient compliqué pour des gens dont ce n'est pas le métier, qui n'ont pas forcément une flamme intérieure pour consacrer des heures et des heures à ça, de savoir quel est le degré de contrôle réel qu'ils peuvent exercer et quelle est la protection réelle et objective qu'ils obtiennent de ces plateformes-là et de protection de leur vie privée, parce que je ne fais pas de distinction ou d'opposition entre vie privée et sécurité. Je pense que la vie privée, elle est constitutive de la sécurité. On ne peut pas avoir de sécurité sans vie privée. Et je pense que pour moi, c'est un tout englobant dans ce monde numérique dans lequel on baigne quotidiennement. Vous parlez de vulnérabilité différentielle, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui en fait, dont les données représentent peut-être le même intérêt pour d'éventuels pirates ou des gens qui voudraient entrer dans les comptes. Est-ce que ce n'est pas un peu
comment je pourrais dire ça? Est-ce que ce n'est pas un peu enlever de l'importance à ce que représente la donnée de toute façon? Parce qu'on peut avoir un accès à un compte X, Y, Z et qui va nous donner un accès beaucoup plus grand vers des données qui sont peut-être plus délicates et dont le vol pourrait se révéler beaucoup plus dommageable pour une personne. Est-ce que la vulnérabilité différentielle, ça ne vient pas enlever un petit peu d'importance sur ce que vous dites dans le fond? C'est-à-dire que ces données-là, elles sont importantes et de toute façon, il faut trouver une manière de les protéger. Non, oui, je comprends votre question. Je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas mon intention du tout, c'est plus une volonté de qualification. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous le dites, il y a des données qui sont essentielles et qui doivent être protégées pour tout le monde d'une façon très homogène. Par exemple, nos numéros d'assurance sociale, nos extraits, nos déclarations d'impôts, l'accès à nos données financières. Mais il y a aussi des données où l'accès à des comptes ou l'accès à des informations qui, s'ils sont compromis, par exemple pour vous et pour moi, qui sommes des quadragénaires blancs, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact sur notre vie, on est capable de se relever de ça. Si on est une mère monoparentale qui a peut-être quelques dizaines de dollars de marge de manœuvre dans son compte en banque, de se faire voler son identité pour ce qui va être pour nous un petit montant, va être pour elle, pour son budget mensuel, quelque chose de dévastateur. Ouais. Pour une femme, par exemple, les deepfakes qui consistent à plaquer des visages de personnes sur des corps d'autres personnes et notamment de la pornographie. Ouais. Pour un homme, en général, c'est très peu utilisé contre des hommes, mais c'est très utilisé pour justement harceler et intimider des femmes. Donc, il y a des informations qui, pour certaines catégories de la population, paraissent être moins importantes à protéger, mais qui sont déterminantes pour le bien-être justement des usagers qui appartiennent à certains groupes qui sont plus exposés que d'autres. Et en fait, je pense, et on va le dire, c'est les femmes en matière de harcèlement, par exemple, qui sont démesurément touchées et victimisées en ligne quand elles s'expriment sur les médias sociaux, qui sont systématiquement beaucoup plus attaquées et agressées. Donc, je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse aussi, parce que ces technologies, ces plateformes-là sont conçues par des hommes et on se rend compte que dans certains domaines, ce sont les femmes qui sont le plus victimisées. Donc, il faut que, il ne s'agit pas de blâmer les concepteurs, il s'agit juste de leur dire, mais soyez sensibles à la manière dont certaines des technologies que vous déployez va peut-être être utilisée ou, comme on dirait en anglais, weaponized, donc elle va être armée contre des catégories particulières d'usagers et d'usagères en conséquence. Mais concrètement, c'est vraiment un changement, peut-être pas du tout au tout, mais ce que vous nous dites, cette manière de considérer la cybersécurité appelle vraiment à une manière complètement nouvelle de revoir la conception des produits. Concrètement, comment cette pensée-là pourrait s'incarner dans une plateforme, dans une application, dans un téléphone, dans un ordinateur? Concrètement, d'abord, ça pourrait s'incarner certainement très en amont en essayant de sensibiliser les concepteurs, les codeurs, les programmeurs qui fabriquent ces outils-là, qui y pensent, à intégrer la sécurité et la vie privée dans la conception de leurs outils. Alors qu'à l'heure actuelle, ce sont deux dimensions qui sont intégrées au stade de la commercialisation. Donc, une fois qu'on a réussi à atteindre une vaste communauté d'utilisateurs, là, et donc on a acquis une position sur un marché, là, on se pose la question, finalement, les vulnérabilités... On rajoute les verrous à la fin. Là. Exactement, on rajoute et on plaque par-dessus, alors qu'on devrait, en fait, se poser la question dans les processus de design, de conception à la base, comment s'assurer que ce produit-là va rencontrer les besoins en sécurité et en vie privée des usagers futurs. Et donc, par exemple, ça veut dire très concrètement, est-ce que par défaut, on doit activer l'authentification multifacteur, c'est-à-dire le fait que pour rentrer sur un service, on doive non seulement rentrer un mot de passe, mais que ce mot de passe-là, il ne soit pas unique et mémorisable par l'usager, et donc souvent qu'il va le réutiliser, le recycler, mais qu'on le reçoive à chaque nouvelle utilisation sur notre téléphone intelligent pour minimiser les chances qu'on puisse nous le voler ou nous le subtiliser. Donc, c'est vraiment d'essayer d'imaginer des processus qui vont abaisser le coût pour les usagers d'essayer de mettre en œuvre des comportements de sécurité et qui vont faire en sorte que les machines... Donc, ce n'est pas un discours anti-ingénieur ou anti-programmeur. Au contraire, c'est un discours qui dit
aux programmeurs, mais on a l'obligation de travailler ensemble. Et voici les leçons que les gens des sciences sociales, tirées de décennies d'études des humains, peuvent partager avec vous pour que quand vous allez concevoir ces outils-là, vous construisiez des machines qui s'adaptent aux humains et qu'on ne demande pas aux humains de s'adapter aux machines. Finalement, c'est un petit peu ça la teneur de mon discours. Ouais. Mais en même temps, on regarde le développement, je prends un seul exemple, je regarde le développement actuellement de l'Internet des objets avec ce que promet le réseau 5G. À peu près tous les vendeurs, que ce soit, ça va du frigo à la poignée de porte, en passant par la brosse à dents, à peu près tous les objets que vous voyez dans votre quotidien, je ne vous l'apprends pas vous, là, mais peut-être des gens qui nous écoutent, seront susceptibles d'être branchés au réseau. En même temps, est-ce que les gens du grand public sont assez au courant des dérapages potentiels aussi que cet avènement-là de l'Internet des objets va impliquer dans la vulnérabilité peut-être future de leurs données? En d'autres termes, est-ce que le grand public, c'est bien beau de dire on va vous faire des objets qui seront mieux adaptés à vous plutôt que vous devez vous adapter aux objets. Mais cela dit, il y a quand même une éducation à faire sur la valeur des données que les gens laissent en ligne de manière presque, de manière quasi, comment on pourrait dire ça, disons avec une certaine désinvolture. Oui, absolument. Je pense que l'un n'annule pas l'autre. Et dans ce domaine-là, mais cette responsabilisation, je crois, elle doit pas reposer sur nos épaules individuelles. Elle doit être, enfin, in fine, bien sûr que c'est le résultat, mais elle doit être menée de façon beaucoup plus énergique, je pense, par les gouvernements. Par exemple, vous parliez de la 5G, c'est quand même bien le gouvernement canadien qui va octroyer des licences 5G et qui va permettre donc à tous ces objets connectés de pouvoir interagir et communiquer les uns avec les autres. Donc, si on octroie ces licences 5G, si on récupère l'argent qui va être payé par les entreprises de télécommunications qui vont connecter des dizaines ou des centaines de millions d'objets à ce réseau 5G, je pense que c'est la responsabilité aussi du gouvernement de créer des cadres réglementaires qui obligent les concepteurs et les entreprises qui vont commercialiser ces objets à déployer des programmes de prévention, à déployer également des manières que vont avoir les utilisateurs de mettre à jour ces objets pour qu'ils soient constamment protégés contre les dernières menaces qui auront été identifiées. Donc, je pense que c'est un dialogue à trois entre les usagers, qui sont toujours en quête de nouveaux produits, les entreprises qui cherchent à répondre à leurs besoins, voire parfois à générer de nouveaux besoins, mais aussi aux autorités publiques qui ne peuvent pas se laver les mains de cette relation commerciale entre les utilisateurs et les entreprises. Parce que maintenant, ces technologies numériques sont devenues quelque part un espace public dans lequel nous menons nos vies. Et donc, je pense que les gouvernements devraient être un petit peu plus, on va dire, actifs dans l'encadrement et la législation de ce milieu-là. Et pour l'instant, on sent une certaine timidité parce que le discours dominant, c'est « Ah, mais si on réglemente trop ou si on légifère trop, ça va nuire à l'innovation ». Et on se rend compte évidemment que c'est pour ça qu'on a très peu encadré jusqu'à récemment les plateformes, mais on se rend compte aussi que de ne pas avoir encadré les plateformes nous a amené à la situation qu'on connaît maintenant avec Facebook et les problèmes de piratage des élections ou les gros problèmes de théorie du complot qui se propagent à une vitesse désarmante et qui sont très difficiles à contrecarrer. Est-ce que ça va prendre une brèche majeure? On sait qu'il y en a déjà eu, là, il y en a déjà beaucoup à chaque jour, mais on a l'impression qu'on n'atteint jamais un seuil au-delà duquel il y a véritablement une prise de conscience sociale. Il y a quelques années, je me souviens de la fameuse attaque NotPetya qui avait coûté des dizaines de milliards. Ça avait touché en grande partie des entreprises. C'était surtout du B2B là, dans le cas de cette attaque-là. Mais
est-ce qu'on va avoir, selon vous, besoin d'avoir une brèche majeure qui va mettre à jour des trucs peut-être encore plus délicats que ce qu'on a vu jusqu'ici dans les brèches pour qu'il y ait une prise de conscience? Non, je pense que ça serait une erreur d'attendre cette brèche majeure. Certains de mes collègues experts en cybersécurité essayent d'invoquer un cyberguédon en référence à un Armageddon numérique. Mais je pense que c'est la mauvaise approche parce que l'être humain, on le voit quand on étudie la sociologie de la préparation aux autres désastres naturels, l'être humain a une propension, des biais cognitifs, d'optimisme, qui pense toujours que quand on est le témoin d'une brèche majeure, on est toujours persuadé que ça n'arrivera qu'aux autres et pas à nous-mêmes. Donc, je ne pense pas que ça va être la solution pour mieux nous préparer. Je crois que c'est du côté de la santé publique, du côté et peut-être on pourra fermer la boucle avec ça, mais du côté des programmes de prévention, des programmes de sécurité routière dans lesquels on a mis en place plein d'initiatives pour essayer justement de surmonter ces biais cognitifs qui poussent les gens à ignorer les risques ou à les sous-estimer en mettant en place des arsenaux préventifs mais aussi réglementaires qui à la fois les persuadent, à la fois les contraignent et le font avec le soutien d'institutions sur d'une très longue durée, sur plusieurs années ou plusieurs décennies. Donc je pense que il ne faut pas faire de la cybersécurité un problème de sécurité nationale dans lequel on a besoin de moyens démesurés et d'exception. C'est un problème du quotidien, de sécurité quotidienne, dans lequel on doit mobiliser des outils qui sont assez bien connus de la santé publique pour faire en sorte que les gens prennent plus conscience de façon routinière et prennent des mesures routinières, comme se brosser les dents, comme porter un préservatif quand on a des rapports sexuels, sans se poser la question, et en fait de changer les normes de comportement de façon douce, de façon tout à fait harmonieuse, et de recourir moins à la peur d'un Armageddon qui va mettre un terme à notre société moderne. Est-ce qu'il faudrait que les gens, et on terminera là-dessus, Benoît Dupont, est-ce qu'il faudrait, parce que vous dites, il faut changer, dans le fond, le fardeau de la preuve, il faut que ça change de camp, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre sur la responsabilité des gens, mais néanmoins, est-ce que beaucoup d'amis en cybersécurité me disent régulièrement que beaucoup de ces objets d'IoT, d'Internet des objets, on ne veut pas payer trop cher pour les mettre dans notre maison parce que, c'est ça, on veut aller pour le meilleur prix, le meilleur deal. Est-ce qu'il ne faudra pas aussi éduquer les gens pour que dans le futur, leur rapport à la cybersécurité aussi soit peut-être plus responsable, où on accepte que c'est un domaine où les dangers sont énormes, on peut se faire voler une identité en 2 temps, 3 mouvements. Il y a quand même... On n'a pas encore fait le plein de l'éducation auprès du grand public, non? Même si on en met davantage du côté, là, comme vous semblez le souhaiter, davantage du côté des concepteurs, il faut quand même qu'on éduque davantage le grand public. Oui, absolument. Il faut qu'on l'éduque davantage, mais il faut qu'on lui donne aussi les moyens de comprendre et d'évaluer la réalité des risques. Alors, par exemple, de la même façon qu'on donne des étiquettes sur le bilan énergétique de chaque frigo et de chaque appareil électroménager qu'on achète, certainement qu'on devrait imaginer des étiquettes sur le degré de sécurité de tous les appareils connectés qu'on va acheter qui permettra aux gens très rapidement d'évaluer est-ce que c'est 5 étoiles, est-ce que c'est 1 étoile et est-ce qu'en achetant ce produit-là, déjà j'achète un produit qui semble bien protégé ou un produit qui est complètement percé de vulnérabilité. Et ça va prendre certainement qu'on imagine des institutions qui vont recevoir le mandat d'évaluer de façon totalement indépendante, ça peut être des associations de consommateurs, ça pourrait être d'autres institutions, et qui vont pouvoir attribuer des scores de cybersécurité que les utilisateurs pourront consulter et pourront, à partir de là, utiliser pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut aussi, c'est pas une décharge de responsabilité des usagers, mais encore faut-il que ces usagers-là aient une information robuste sur laquelle s'appuyer pour prendre ces décisions.
Ouais, le parallèle avec les notes de consommation de nos frigos, on pourrait même peut-être même rajouter de la nourriture qu'on mange. On a des valeurs nutritives et c'est très clair et on sait généralement ce qu'on achète. C'est vrai qu'on n'est pas rendu là dans le domaine de la cybersécurité. Ben, on espère que votre appel sera entendu, Benoît Dupont, puis j'espère qu'on pourra continuer cette discussion-là en s'étant rendu compte que il y a eu du chemin de fait depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Merci beaucoup pour ces lumières, Benoît Dupont. Très apprécié. Merci, Mathieu Dugal. Est-ce que ça vous allait? On ne t'entend pas, je crois. Merci à Benoît et Mathieu pour cet échange qui était fort stimulant puis qui n'était pas dépourvu d'humour. On en retient entre autres que la cybersécurité a des impacts différenciés sur les hommes et les femmes. Moi, j'aimerais qu'on s'invite tous à surveiller la prochaine rencontre de Repenser la vie. Il y a plusieurs sujets dans le collimateur. Soyez assurés que vous allez entendre parler de télésanté, de télétravail, mais aussi de la notion d'une seule santé. Donc, c'est un concept qui nous invite à repenser les relations entre la santé animale, la santé humaine et aussi la santé de notre planète. Donc, d'ici là, portez-vous bien.